Vous avez vécu une longue vie, vous avez vécu la guerre, la politique, tout ça, ce n'est pas facile. À quoi devez-vous cette longévité et cette énergie? N'oubliez pas le premier vers du, de la cérémonie funèbre de l'office des morts, qui est Homo natus de mulieri brevi vivas tempore. L'homme né de la femme a une vie brève. Alors, oui, dans ce cadre-là, jusqu'à présent, enfin, j'ai eu une vie longue, si on veut, parce que c'est une vie d'activité. C'est ça le problème. C'est parce qu'il y a des gens qui vivent centenaires, mais ils ne le savent même plus, quelquefois depuis plusieurs décennies. Bon, le problème, c'est de le savoir, d'assumer et de garder. C'est aussi, ça aussi, c'est une valeur niée aujourd'hui. C'est aussi la génétique. C'est aussi la nature n'est pas égalitaire, mais elle fait payer quelquefois cher à plusieurs générations des excès ou au contraire des manques. Euh, Moi, je suis d'une famille de paysans et de marins-pêcheurs qui ne buvaient pas, qui ne fumaient pas, et qui travaillaient plutôt 20 heures par jour que 35 heures par semaine. Bon, et qui prenaient beaucoup de risques et qui, bon, j'ai légué ça. Mon kinésie me disait l'autre jour, mais vous avez une musculature, on dirait de la pierre. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai pas beaucoup de mérite parce que mes filles aussi, même quand elles ne faisaient pas de sport, avaient des cuisses, des fesses, des hauts comme du marbre. C'est peut-être la chance, ça. Voilà. Mais vous savez, je suis quand même euh, handicapé par beaucoup de côtés. Hein. La vie qu'on mène vous laisse des traces aussi. Surtout, bah, vous avez dit, j'étais en Indochine, etc. Ce sont des endroits où vous vivez deux fois votre période de vie. Hein. Ça, 2 ans en Indochine, c'est 4 ans ou 6 ans ailleurs, parce que toutes les maladies du monde, la parasitologie vous le fait connaître, ça. Hein. Bon, il y a des endroits qui sont beaucoup plus vieillissants que d'autres, et des systèmes de vie, mais aussi la chance. Vous pouvez vous garder sans fumer, sans boire et passer sous un camion. C'est vrai. Alors, dans votre parcours politique, vous avez souvent été attaqué, parfois physiquement, calomnié, parfois insulté. Je me souviens d'interviews par des journalistes qui étaient proprement inadmissibles par rapport à ce que devrait être le travail de journaliste. Enfin, bon, c'est comme ça. Ceci génère du stress. Comment vous le gérez? Est-ce que c'est... Eh bien, écoutez, ça, c'est une chance que j'ai. Je ne suis pas sensible au stress. Les, les coups durs les plus graves ne me laissent pas plus de 24 heures de trouble. Voilà, j'ai une nature heureuse, généreuse, je ris, je chante. Je dis quelquefois à ma femme, tu vois, tu as la chance d'avoir un mari octogénaire qui chante en se rasant, tu vois. Bon, elle me dit, oui, c'est vrai. Oui, je pense que ça, c'est une chance, c'est un donné. Ça, on n'a pas de mérite à cela. Où on peut avoir un mérite, c'est de réserver, quand même, d'observer un certain nombre de règles de, de santé élémentaire. Quoi. Voilà. C'est sûr que quand vous fumez, quand vous buvez, bien sûr, mais c'est aussi quand vous voulez faire de la varap à 70 ans, c'est dangereux aussi. Voilà. Moi, j'en fais pas. J'aime beaucoup la montagne à neige, mais j'ai horreur de la montagne sèche qui me fait peur. Je suis un homme de la mer, moi, vous savez. Alors, j'ai passé d'ailleurs, je crois, le 10e de ma vie sur la mer, soit en professionnel, soit en amateur, soit en touriste, etc. Mais donc, homme libre, toujours tu chériras la mer, comme disait Baudelaire, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors le French paradox, le paradoxe français semble, en tout cas quand on regarde les statistiques, en tout cas encore il y a quelques années, euh, donner grande longévité aux Français, malgré, ou peut-être parce que, une richesse de graisse animale, vin rouge, fromage, et cela est étonnant. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas.
je sais que l'extrême pauvreté n'est pas une garantie de longévité. À l'inverse, la belle vie vous fait généralement une vie assez courte, hein. Bon, c'est un équilibre, c'est difficile à dire. Moi, je ne sais pas comment élaborer une règle. Il faut se sentir bien dans sa peau, avoir le courage, quand on se sent trop gros, bah, de faire le régime, s'astreindre à marcher même quand on n'en a pas très envie, et puis etc. C'est un petit peu une manière de se présenter contre la vie, face à la vie, qui est un peu volontariste, si vous voulez, un peu maîtrisé. Voilà. Mais il y a des gens qui ne font aucun sport. Si je crois que Churchill, on lui Oui. demandait quel est le secret de votre longévité, il disait no sport, ce qui n'est pas une très bonne devise. Non. En revanche, une bonne devise, c'est que je crois que lui, comme beaucoup de gens de votre génération et les générations précédentes, appréciait le terroir. Et la Oui. France est un pays infiniment riche en terroir. Comment peut-on le garder Et que et le malheureusement, conserver? les Français connaissent de moins en moins. Parce que si vous prenez la personne qui habite Saint-Cloud, par exemple, et qui travaille à la bourse, eh bien, sa vision de la France, et encore il aura la chance, en allant à la bourse, de traverser le bois de Boulogne, c'est pas donné à tout le monde, ça. Mais autrement, bon, il va, il vient, le week-end, ben, il a une petite maison de campagne en Normandie, ils y vont, et puis l'été, ils prennent l'autoroute pour aller en Espagne ou même plus loin, au Maroc ou ailleurs. Les gens ne connaissent pas la France. Moi, je connais la France parce que par la politique, j'ai été astreint à aller dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages. Je n'en ai vu qu'une partie, magnifique. Je connais un peu l'Europe, je connais un peu le monde. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. J'ai même séjourné. Mais j'ai toujours été infiniment respectueux de l'endroit où je me trouvais. Bon, quand je suis en Europe, je suis dans la famille. Bon, donc, mais je ne m'autorise pas à violer les règles du pays dans lequel je me trouve. Je ne fais pas le malin, ayant toujours à l'esprit, si tu n'es pas content, ben, tu n'as qu'à t'en aller. Hein, tu n'as qu'à aller retourner chez toi. De la même manière que je le dis aux gens qui sont venus chez nous et qui quelquefois parlent haut ou tapent du poing sur la table, je dis écoutez, il y a une règle fondamentale. C'est d'ailleurs la règle de recrutement du Front National. On ne demande qu'une seule chose, c'est la mort de la France. Voilà. Love it or leave it. Si vous ne l'aimez pas, foutez le camp. Si vous n'aimez pas la France, parce que il y a trop, écoutez, il y a tant de pays dans le monde. Allez donc au Bangladesh, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Australie. Je sais pas, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez y aller. C'est pas sûr que vous y serez accueillis aussi fraternellement que vous l'êtes en France. C'est pas bien. Enfin, il faut prendre ses risques après tout. La politique agricole de l'Union européenne tend à détruire ce terroir qui fait la richesse de nos peuples et C'est de nos pays. dramatique, cher monsieur. C'est cette espèce de course à la productivité, c'est cette tentative de battre des records. Écoutez, moi j'avais une maison de campagne à côté de Dreux, dans la corne est la corne nord-ouest de la Beauce. Ils ont atteint des taux de 140 quintaux à l'hectare de blé. Imaginez, 140 sacs de 100 kilos sur un carré de 100 mètres de côté. C'est aberrant. Ce sont d'ailleurs des blés non panifiables, d'ailleurs. Mais enfin, ça devient extravagant. Mais pour obtenir ça, il faut évidemment des engins capables de labourer profond. Il faut aussi des engrais. Il faut des pesticides pour lutter contre les insectes, etc., etc. C'est une folie. C'est une folie. On démesure. Voilà, c'est ça. Nous avons perdu le sens de la mesure. Et, et là, dans le domaine de l'alimentation, l'agroalimentaire est un risque terrible. N'est-ce pas? On, voit on en voit les conséquences, au point que il y a quand même une réaction qui s'amorce, qui fait que les gens sont heureux d'avoir des tomates de leur commune, qu'il reste quelques paysans, mais il n'en reste presque plus. Les talus ont été arasés
pour que nos campagnes puissent ressembler aux grandes plaines à blé des États-Unis, pour que les tracteurs, pour que les moissonneuses-batteuses géantes puissent circuler. Il y a là une folie des grandeurs, une folie du progrès. Ce qui est pittoresque et étonnant et paradoxal, c'est de voir que les gens qui s'intitulent écologistes se rangent résolument, même pas à gauche, à l'extrême gauche. Or, alors que le fondement philosophique de leur action, c'est la mise en cause du progrès et de ses conséquences. Les véritables inventeurs du progrès, ça a été en France le docteur Carton, ça a été le prix Nobel Alexis Carrel, ça a été les promoteurs de l'écologie, c'est-à-dire d'une écologie, d'un équilibre humain de la production. Voilà. Or, les écologistes modernes, mais qui viennent, il faut bien le dire, des Grünen allemands d'Allemagne de l'Est, on s'est très bien inspiré et formé par qui, sont des chantres. Ils voudraient à la fois le progrès sans ses conséquences. Bon. Or, alors que l'écologie, c'est la défense de la vie sous ses différentes formes, le respect, qui n'est pas non plus une idolâtrie, il ne faut pas non plus tomber dans l'idolâtrie. Moi, j'aime beaucoup les animaux, j'ai des chiens, j'ai des chats, j'ai eu un rat. Bon, évidemment, je ne crois pas obligé de les imposer aux autres. Et puis ensuite, c'est parce que j'ai le goût, d'ailleurs c'est très amusant dans notre civilisation, le nom que nous donnons aux animaux, les animaux, ça vient du mot anima, âme. C'est la reconnaissance que nous sommes des créatures comme les autres, un peu supérieures, avec donc plus de devoirs que de droits, mais nous ne sommes pas d'une autre nature. Et ceci doit nous amener à considérer la nature avec bienveillance et en même temps méfiance, parce que la nature n'est pas a priori amicale, elle est même très souvent hostile, et il a fallu des siècles de lutte pour domestiquer notre espace, l'espace que nous occupons, l'arracher. Il faut savoir, il n'y a que les sots et un certain nombre d'écologistes qui croient que quand on laisse un terrain vierge, il y pousse du blé. Non, il y pousse des ronces et des chardons. Voilà. Et ça devient très vite inaccessible et dangereux, parce que ça abrite des animaux qui ne sont pas forcément amicaux, etc. Tout ça, c'est la vie. Alors quand nous sommes, comme nous sommes, les héritiers d'une civilisation, oh, elle n'est pas très ancienne, hein. Elle n'a que quelques siècles, à la limite, quelques millénaires dans l'histoire d'un monde qui se compte par milliards d'années. Il suffit de regarder le soir notre galaxie. C'est une des milliards de galaxies. Par conséquent, nous avons le sentiment que nous ne sommes pas grand-chose dans l'univers, mais nous le savons. Et nous avons une étincelle qui vient d'ailleurs. Mais je vois qu'actuellement, d'ailleurs, il y a des études qui prouvent que les végétaux ont entre eux des communications. C'est extraordinaire. Ils s'avertissent, par exemple, d'un danger. Je crois que c'est un acacia brouté par une chèvre émet une molécule toxique, n'est-ce pas? Mais dans le même temps, les acacias qui se trouvent à 300 mètres, qui ne sont pas touchés par les chèvres, eux aussi se mettent à émettre une molécule toxique. C'est extraordinaire. Comme s'il existait un langage que nous ignorons, mais nous ignorons tellement de choses. C'est vrai. Pour terminer... Ce que je sais, disait je ne sais quel philosophe, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est Aristote ou Platon, oui, les Grecs avaient dit beaucoup de choses très sages. Les Grecs disaient beaucoup de choses très sages oui, alors moi j'ai eu la chance, il faut dire, d'avoir une formation humaniste, c'est-à-dire j'ai étudié le grec et le latin dans le secondaire. Et donc, la rhétorique, la philosophie, etc., ce qui vous apprenait à vivre. Alors que là, maintenant, il y a des concours. En France, le drame, c'est que
la sélection se fait exclusivement par les mathématiques, qui sont tout de même une science assez glaciale, assez désincarnée. Bon. On ne lit de moins en moins, et cependant, je m'aperçois qu'il sort de plus en plus de livres. Les gens lisent moins, les livres sont de plus en plus gros. Ce n'est pas un reproche, mon cher, pour survivre ou pour ces livres admirables que je vais lire, mais regardez, moi qui reçois des livres, qui a la chance de lire, qui a même la chance d'avoir un petit espace d'insomnie la nuit. Ça me permet de lire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et donc je me demande comment font mes concitoyens, les malheureux qui en particulier, et j'en suis très sensible à ça, ont une grande partie de leur vie qui est mangée par les transports, en dehors du travail qu'ils doivent accomplir. Il faut s'y rendre dans des conditions qui sont quelquefois inhumaines, n'est-ce pas, insupportables. Moi, mes secrétaires habitent pas loin d'Argenteuil, elles mettent 1 heure et demie à venir ici en voiture, avec leur voiture. 1 heure et demie pour retourner. 3 heures de leur journée est mangée par l'attention qu'ils doivent porter à la conduite. Parce que, bon, le prix que ça coûte, etc. Bref, je crois que ce qui est d'ailleurs paradoxal, cher monsieur San Giorgio, c'est que au moment où on s'aperçoit qu'on peut se servir du télétravail, c'est-à-dire travailler chez soi, transmettre rapidement, etc., eh bien, c'est à ce moment-là qu'on crée, ou qu'on laisse se créer des mégapoles, c'est-à-dire des villes de plus en plus grandes, où évidemment tous les problèmes sont plus difficiles à résoudre, n'est-ce pas, et où les problèmes de sécurité, de circulation, de pollution de l'air, tout ça, eh bien, là, l'idéal de nos édiles, c'est de faire le gros Paris, le Grand Paris. Le Grand Paris qui viendra, qui englobera Saint-Cloud, qui ira jusqu'à Chartres, peut-être, Évreux, et puis Orléans, et Reims. Oui, et puis à la fin, on ne sait pas où. Londres. Oui. Ah bah, si on laisse rentrer quelques centaines de millions d'immigrés, je vais vous donner un chiffre, monsieur San Giorgio, qui va vous étonner, je pense. Mais il m'a été donné l'autre jour par un géopoliticien qui m'a dit, savez-vous, monsieur, quelle sera la population du Nigeria, pays africain, vous savez, la place relative J'y ai travaillé en Afrique, en 2050, c'est-à-dire dans 36 ans. 1 milliard 440 millions. Nigeria, 440 ça millions. Ça ne va pas être possible, il n'y a pas la place. L'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 38 millions d'habitants. Mais la montée est exponentielle. Ça voudra dire 70 millions en 50, etc., etc. Quo usque tandem, abutere patientia nostra, jusque à quand abuseras-tu de notre patience, veut dire. Il n'y aura pas les ressources pour le permettre, et donc ça va s'effondrer. C'est la crainte qu'on peut avoir. Alors vous donnez, je crois, un certain nombre de règles, oui, je crois même parce que pour les avoir lues, pour essayer de survivre aux catastrophes qui s'annoncent. C'est vrai, je me rappelle cette anecdote drôle, c'est ceci, je le dis pour les jeunes qui s'en vont à l'étranger, vous savez, ou des gens qui quittent la France de peur que ceci, cela. Vous savez, en 1938, un lord anglais, prévoyant le grand conflit qui allait advenir, s'est acheté 200 hectares à Okinawa, qui était à ce moment-là un paradis terrestre, pas de juste chance. avant que ne s'abattent des milliers de tonnes de bombes. Il faut choisir sa base autonome durable très attentivement. Vous savez, c'est rendez-vous à Samarcande. Oui, hein, absolument. Mais oui. Absolument. Toute dernière question. Pour quel conseil vous donneriez aux Français et Françaises pour vivre bien, longtemps et debout? S'inspirer de l'expérience humaine, j'espère de l'éducation qu'ils ont reçue
de parents aimants et regarder autour d'eux les risques que comporte le mépris des, des comportements euh, sociaux guidés par l'esprit, un peu tout de même, par l'âme, et ne pas oublier ce qu'ils sont. Hein, c'est pas, l'homme n'est pas seulement un corps, une machine à manger, ou même à jouir. Ce n'est pas méprisable tout cela, mais il y a d'autres dimensions et il faut essayer d'avoir une vie équilibrée et pour cela il faut respecter les valeurs de l'esprit. Même notre président avait dit je crois aux forces de l'esprit. Oui, les valeurs, mais il y a aussi celles de l'âme, il y a aussi celles de l'amour que l'on doit porter ou que l'on porte naturellement aux êtres et d'abord à ceux qui sont proches de nous. Et qu'on n'a pas de raison de se défendre, sans en parler tout le temps, mais voilà. Que dire Je peux même pas dire jouissez modérément de la vie, puisque moi je suis considéré comme un immodéré, un excessif. Bon, je crois qu'il faut vivre. Voilà. Il faut vivre, aimer la vie autant que possible, quand on a la chance qu'elle vous est donnée sans trop de handicap. Et puis quand vous avez des handicaps, ah ben, il faut les surmonter. Voilà. On vit avec, hein, la condition d'en avoir la volonté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien.